Bonjour, bonjour chers abonnés. C'est Adja Awa Fofana aujourd'hui comme notre rendez-vous de tous les jours. Mais exceptionnellement aujourd'hui on le fait mercredi parce qu'on a un invité qui est juste à côté de moi, qui n'est pas à Paris, qui est de passage. Donc on a pu le choper pour qu'il soit avec nous pour parler d'un sujet. Et le sujet cette fois-ci, ce sera sur les médias en Afrique. Je pense que vous avez déjà vu l'annonce. Je l'ai mise le lundi. Voilà, pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on va échanger, sur quoi on va échanger aujourd'hui. Et je trouve que le sujet est intéressant, d'autant plus que aujourd'hui les médias ont fait, il y a beaucoup de médias aujourd'hui. On a la radio, on a les journaux, plusieurs journaux. Et est-ce qu'ils nous véhiculent véritablement les vraies informations? On ne sait pas. Donc je suis avec Monsieur Alafé Wakedi, c'est un très grand ami à moi. Voilà, qui a fait l'honneur de présenter aujourd'hui cette séance vidéo que j'ai l'habitude, que je le fais chaque jeudi sur les politiques de développement économique, relations internationales et économie du développement, ingénierie politique. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera lui, notre invité, qui va nous dire est-ce que les médias véhiculent effectivement de l'information, parce qu'avant, on nous disait que les médias étaient contrôlés par le gouvernement. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue pas? On ne sait pas. Il nous dira durant son exposé tout à l'heure. Donc voilà, je vois que nous sommes à 7 œils, donc il y a 7 personnes qui nous suivent, que c'est déjà bien, c'est déjà très intéressant. Suivez-le parce qu'il va nous dire des choses qui sont très intéressantes. C'est un grand journaliste. C'est le DG de l'intelligence d'Abidjan et le DG aussi d'Afrique Presse, dans lesquels j'ai eu l'honneur d'être, voilà, d'avoir une page, 2 pages lorsque je faisais ma promotion de livres. Donc c'est pas une petite personne qui est là, c'est un très grand journaliste de son époque qui a 3 ouvrages à son actif, des ouvrages qui ont eu de grands succès. Voilà, donc je pense que j'ai parlé de lui déjà lorsque j'ai mis l'annonce. Donc du coup, vous saviez c'est qui. Donc c'est ce monsieur-là aujourd'hui qui est avec moi pour présenter cette séance vidéo sur les médias. Bon, je ne vais pas trop parler parce qu'on a un temps limité de 30 minutes. Si vous avez des questions que je les vois en commentaire, je peux lui demander, il pourra répondre. Et moi-même, j'aurai peut-être 1, 2 questions à poser avant de conclure la séance vidéo. Donc sans plus tarder, je vais laisser monsieur Alafé Wakili prendre la parole et vous parler des médias en Afrique. Ah, d'accord, merci. Donc c'est moi qui dois lancer et faire le débat. Voilà, c'est toi. Bon, les médias en Afrique sont en pleine période de mutation avec des difficultés. Nous vivons les difficultés liées au contexte nouveau, le contexte avec les nouveaux médias avec lesquels il faut faire. Ce n'est pas facile, il y a une mutation, il y a les réseaux sociaux, il y a l'Internet, il y a les fake news, il y a beaucoup de difficultés et aussi il y a la question des ressources, la question de l'accès au financement, de la production de contenu. Des difficultés existent, mais le contexte n'a jamais été aussi favorable parce que vous remarquerez que tous les continents ou plusieurs pays cherchent à faire une coopération avec l'Afrique. On nous dit que l'Afrique est un continent pauvre, est un continent en difficulté. C'est vrai, mais vous verrez qu'il y a des sommets USA-Afrique, il y a des sommets Chine-Afrique, il y a des sommets Turquie-Afrique, il y a des sommets Russie-Afrique, il y a des sommets Europe-Afrique, il y a des sommets France-Afrique. Bon, tout le monde cherche à avoir l'Afrique de son côté. Cela doit nous interpeller sur l'enjeu, sur l'intérêt de ce que l'Afrique peut représenter. Et en même temps, nous faire prendre conscience de notre responsabilité, de notre responsabilité, des efforts à faire pour répondre aux attentes. Quelle est la situation de la presse dans cette histoire, dans cette situation? Bon, vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs journaux qui paraissent, en quotidien, en hebdomadaire, en mensuel. Il y a plusieurs sites d'internet aussi qui parlent de la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire. Et malgré tout ce qu'on pourrait penser, malgré tout ce qu'on pourrait dire, la situation n'est pas totalement reluisante, certes, mais la presse existe, les journaux existent, il y a une liberté de la presse et d'expression qui existe, il y a cette pluralité-là qui existe.
bien entendu, comme je l'ai dit, ce n'est pas parfait. Il faut continuer à travailler et puis essayer d'améliorer cela. Donc, voici en introduction ce que je peux dire. Voilà, c'est ce que je peux dire dans l'attente éventuellement des questions, des échanges et puis voilà. D'accord. Maintenant, la question que nous souhaiterait poser, c'est de nous dire quelle est la place aujourd'hui des médias dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce que les médias ont une place importante? Est-ce que les médias véhiculent vraiment l'information, les vraies informations? Est-ce que les médias, c'est pas des médias qui nous embrouillent d'informations alors que c'est pas surtout vérifié? Est-ce que, voilà, parlez-nous de la place. Et en plus de ça aussi, est-ce que les gouvernements des États africains, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont derrière les médias pour dire, voilà, c'est-à-dire les médias ne sont pas libres de dire ce qu'ils veulent, ils sont obligés d'être à la solde des États, des gouvernements, Oui, plus bon, précisément. voyez-vous, il y a un peu de tout. Hein. Ce que vous dites pour l'Afrique, c'est aussi ce qui peut exister ailleurs. D'accord. Peut-être en dehors peut-être d'un ou deux pays. Il y a des médias d'État, il y a des médias privés ou indépendants, mais tout média a toujours un propriétaire. Et tout média a toujours un propriétaire, que ce soit l'État, que ce soit les institutions, que ce soit des entreprises, que ce soit des partis politiques. Donc, la liberté de tout média est fonction de sa ligne éditoriale et est fonction aussi des préoccupations, des intérêts de celui qui finance. Donc, il faut tenir compte de ce paramètre. Les médias essaient de jouer leur partition dans la construction de l'opinion, dans la liberté de l'expression, dans la pluralité de l'expression. Comme on a dit, il n'y a pas de situation parfaite. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont en essayant éventuellement de les améliorer. D'accord. Mais tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je trouve d'autant plus intéressant dans la mesure où vous dites que les médias, souvent, les journaux sont à la sorte de ceux qui financent. Donc, supposons que c'est un gouvernement qui finance. Donc, du coup, vous allez bien parler du gouvernement. Donc, ça fait que vous n'êtes pas toujours objectif dans ce que vous dites. Même si le gouvernement fait des trucs qui ne sont pas bien, vous allez dire, bon, c'est avec eux qu'on a des subventions, donc du coup, on n'est pas objectif. Mais est-ce qu'il n'y a pas des médias qui sont vraiment indépendants, c'est-à-dire qui peuvent dire, comme ici en France, on le voit, qui peuvent dire ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas de subvention de tel ou tel parti politique, par exemple? Bon, je sais pas, il faut donner des exemples. Ici, on a Mediapart qui ne prend même pas la publicité. On a le Canard enchaîné qui ne prend même pas la publicité. Mais en dehors de cela, le principe de la presse est simple. C'est le principe du contradictoire. C'est le principe du respect des faits. Le reste, c'est des commentaires, c'est des opinions. Il faut s'en tenir aux faits. Les faits sont sacrés. Après, c'est des commentaires. Voilà. Les faits, on ne peut pas les inventer. Il y a coronavirus ou il n'y a pas. Est-ce parce que l'État français finance un journal, un média qui va dire il n'y a pas coronavirus? Il dira il y en a, mais il ne dira pas le gouvernement j'ai mal. Ça, c'est les politiques qui doivent dire j'ai mal. Le journaliste, ce n'est pas forcément son rôle de dire les mesures prises ne sont pas bonnes. Il n'est pas spécialiste de médecine. C'est un journaliste, il rapporte les faits. Il y a coronavirus. Il y en a où il n'y a pas. S'il y en a, il le dit, mais il ne doit pas mentir. Il ne doit pas tronquer les faits. Donc, entendons-nous bien. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a une confusion entre les faits, entre la réalité et les commentaires. Le sentiment personnel du journaliste, c'est son opinion, ce n'est pas la vérité. Et il n'est pas obligé d'être d'accord avec le gouvernement. Maintenant, s'il n'est pas d'accord, bon, il assume son opinion. Maintenant, si tu es dans un média d'État, pourquoi il faut t'en tenir au fait. Ton opinion, c'est ton opinion. Tu peux l'exprimer ailleurs. Tu peux créer un blog. Tu peux écrire une lettre. Tu peux faire une interview ailleurs. Mais ton média, il faut respecter sa ligne éditoriale. Il faut t'en tenir au fait. Pourquoi tu veux utiliser le journal du Parti communiste français pour dire le communisme est une hérésie? Pourquoi tu veux utiliser un média proche de En Marche pour dire que le président Macron ne tient pas compte des préoccupations des Français et qu'il a été une erreur et qu'il ne méritait pas d'être élu? Ça, c'est une opinion. Maintenant, tu peux donner la parole à quelqu'un d'extérieur qui n'est pas journaliste, lui faire une interview. Ça aussi, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, il faut faire la différence entre les faits, l'investigation et puis l'opinion personnelle, le commentaire du journaliste. Et il me semble que souvent, les confusions sont faites
et les amalgames viennent certainement de ces situations de confusion. D'accord. Donc, ce que je veux savoir, c'est que, selon vous, un journaliste peut avoir son opinion personnelle, mais pas le mettre à écrit. Il peut le mettre à écrit dans un autre sens. Oui, ça dépend. Voilà, mais Il doit tenir compte de respecter la ligne éditoriale de son journal. D'accord, mais attends, si la ligne éditoriale de son journal, c'est de dire la vérité. Par exemple, quand je prends l'exemple de l'éléphant déchaîné en Côte d'Ivoire, je pense que, je ne sais pas trop, mais je pense qu'il dit souvent, voilà, les faits peut-être qui sont cachés, que la population ne connaît pas si tel ou tel ministre, par exemple. Je prends un exemple comme ça. Est-ce que, donc vous allez me dire que lui, c'est sa ligne éditoriale, mais c'est une bonne ligne éditoriale dans la mesure où elle nous dit ce que peut-être tout le monde ne sait pas. Donc, selon vous, c'est-à-dire le journaliste doit s'en tenir aux faits, certes, mais est-ce qu'il n'est pas libre aussi de donner son point de vue, même si il a une ligne éditoriale? Oui, mais son point de vue, si ça concorde avec sa ligne éditoriale, il n'y a pas de problème. Par exemple, si l'éléphant déchaîné fait son enquête, l'intelligent d'Abidjan fait son enquête, ou fait son enquête, il n'y a pas de problème. Maintenant, dans l'enquête, lorsque tu révèles des situations, il faut aussi écouter toutes les parties. Il faut donner la parole à toutes les parties. Ça, c'est un principe. L'équilibre de l'information, c'est important. C'est les règles de base du métier. Il ne faut pas prendre une position comme ça pour dire non et puis accuser sans donner la parole, sans équilibrer. Donc, c'est les règles du métier. Donc, quand tu dois faire une investigation sur cette base-là, même lorsque c'est évident que tu décris quelque chose, que tu mets en cause quelqu'un, que tu évoques une responsabilité, cette personne mise en cause, il faut lui donner la parole. Et tu laisses le lecteur libre de juger. Mais pourquoi tu peux penser que le lecteur ne peut pas découvrir la vérité et que c'est à toi d'orienter son opinion et de dire voici ce qui est, sans mettre en présence tous les cas possibles? C'est de cela qu'il est question. L'éléphant déchaîné fait des investigations. Ce n'est pas un journal d'opinion, justement. C'est un journal d'investigation qui fait des enquêtes, qui révèle des faits cachés et qui le fait dans les règles de l'art, en donnant la parole à toutes les parties, sans avoir forcément à prendre position. Voilà, mais il relate des faits. Et il faut que de plus en plus une différence soit faite entre l'opinion et puis les faits. Et aussi, il faut que le journaliste, de temps en temps, ne confonde pas son rôle avec celui du policier et celui du juge. Le journaliste présente les faits, mais il ne doit pas dire tel homme est coupable. Même en justice, lorsque quelqu'un est arrêté à la police ou à la justice, tant qu'il n'est pas jugé et condamné, on ne peut pas dire qu'il est coupable. Donc ce n'est pas au journaliste de se substituer au policier et au juge, puisqu'on dit même tout homme est présumé innocent, même lorsqu'il est arrêté, tant qu'on n'a pas fini de le juger de façon équitable et de prouver sa culpabilité. Mais lorsque l'on sait tout cela, pourquoi on veut que le journaliste s'érige en policier et en juge? Il ne s'agit pas de ça. Il donne une opinion, il peut donner une opinion, il peut faire une investigation dans les règles de l'art, et même l'opinion doit aussi, le biais, l'opinion, l'analyse, le commentaire, ça doit respecter un certain nombre de règles et de critères, comme le respect de la personne humaine, la protection des données privées, etc. etc. Ce n'est pas parce que tu émets une opinion, ce n'est pas parce que tu fais une analyse que tu dois t'affranchir de toutes les règles possibles de bienséance, de véracité, d'exactitude, les références que tu dois prendre pour faire ton argumentaire. Il faut en tenir compte. Il ne faut pas dire que non, c'est une opinion, donc tu peux à la limite dire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de cela. D'accord. Ok. D'accord. Moi, je pense que vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Je vais rebondir dessus. C'est en ce qui concerne les informations. Mais moi, j'ai une autre question par rapport à ça. J'ai constaté aujourd'hui que les informations ne sont plus cachées. C'est pas comme avant. Avant, il y avait énormément d'informations qui étaient cachées. On pouvait pas savoir. Peut-être parce qu'en ce moment, il y avait les politiques qui cadraient. Pas comme maintenant. Maintenant, même s'il y a des politiques qui cadrent, peut-être c'est pas comme avant. Avant, c'était plus serré. Maintenant, aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec Facebook, avec Twitter et autres, on voit que l'information est diffusée à chaque fois. C'est-à-dire que ça soit, comme vous avez dit, des fake news, des deep news, ou bien voilà des nouvelles qui sont vraies ou fausses, mais de toutes les manières, c'est diffusé. Ça, on le sait aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais moi, c'est que la question que j'ai bien envie de vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, en Afrique, je ne parle pas de l'Europe, aujourd'hui, l'Europe, l'information est très... Mon nom?
compte. Oui, oui. Ouais, aujourd'hui, l'information est plutôt, comment dirais-je, c'est plutôt à la sorte de tout le monde. Par exemple, ici, quand je prends, quand on sort dans le métro, on a des journaux qui sont gratuits pour tout le monde, où il y a les vraies informations, on nous dit il y a ceci. Donc, tout le monde est au courant de ces informations-là. Voilà, c'est pas comme en Afrique où il faut payer les journaux. Voilà, il faut payer encore des journaux pour être au courant, pour savoir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas et autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ici on a des informations un peu partout, on a des journaux gratuits. Mais pourquoi vous ne faites pas ce système-là en Afrique où le gouvernement peut mettre en place des journaux gratuits à la sorte de tout le monde, où toute personne lambda peut prendre pour lire, pour voir ce qui est dedans. Même si ce n'est pas toutes les informations, mais de manière vraiment succincte, l'information qu'il véhicule, qui est là pour le moment. Mais en Afrique, c'est plutôt des journaux qui sont payés, alors qu'aujourd'hui en Afrique, c'est pas tout le monde peut-être qui peut débourser 300 francs ou 500 francs pour payer un journal. Donc du coup, on constate qu'il y a beaucoup de titrologues, comme on dit, des gens qui viennent lire les titres et qui se font des idées, alors qu'en réalité, c'est pas ça qui est dans le journal en réalité. Donc, c'est que je vous dis, vous, en tant que journaliste, en tant que vraiment l'un des meilleurs de son époque, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Sachant bien qu'aujourd'hui, l'information circule à tout niveau. Oui, voyez-vous, bon, la gratuité, il ne faut pas encourager la gratuité. Oui, c'est vrai que... Si, il faut encourager la gratuité, c'est pas tout le monde qui peut payer. Tout n'est pas gratuit ici. Oui, mais les journaux, quand même, l'information, quand même, elle est gratuite. Parce que vous voyez, dans les trous de métro, on a des journaux gratuits. Tout n'est pas gratuit. Il y a 1 ou 2 journaux gratuits en France. D'ailleurs, l'expérience, je ne sais pas, ça n'a pas continué. Il y a 1 ou 2 journaux gratuits, il y a des journaux d'annonces. Oui, les CNews, c'est gratuit. Voilà, 20 minutes, c'est tout. Voilà, 20 minutes, voilà. Mais dans ça, on a quand même le maximum d'informations. Ils sont diffusés tous les jours. C'est des petites dépêches, il n'y a rien de sérieux. Des petites dépêches. Oui, mais la télé aussi existe. Mais après ça, les journalistes investissent. Mediapart qui fait un bon travail, si c'était gratuit, ils n'auraient pas les moyens pour faire leur travail. L'indépendance a un coût. Ceux qui veulent l'information de qualité, ceux qui veulent une information crédible doivent être prêts à payer, à débourser de l'argent pour cela. Parce que vous voulez que l'État paye. Mais si l'État paye le jour, il n'est pas content, il arrête de payer. Et l'État aussi s'entraîne, il y a des mécanismes. Bon, donc la liberté entretenue comme ça, prise en charge, là, il y a un problème aussi d'éthique qui se pose. Il y a des gens qui estiment que l'État n'a pas à payer. Que l'État n'a pas à payer. Et que cette liberté-là, l'État n'a pas à donner l'information. Il doit donner l'information. L'État doit donner l'information, mais il n'a pas à prendre en charge une investigation. Lui-même, il ne va pas le faire, l'État. Il va mettre des entraves. Une investigation qui peut démontrer qu'il a failli, que le gouvernement a mal travaillé. Que tu voulais qu'il finance ça? Non. Il a des rapports d'enquête, des investigations internes qui peuvent être faites. Lui-même, il peut décider quelque chose. Et puis, le rapport est là, il constate, il vient faire un communiqué, il informe les populations pour dire oui, on a déconné, on démissionne. Mais le journaliste peut vouloir aller au-delà. Et pour aller au-delà, il doit s'en donner les moyens. Et s'en donner les moyens, c'est avoir des lecteurs. Il s'abonne, il paye le journal pour produire des informations de qualité. Sinon, même l'information qu'on trouve gratuitement, c'est payé. Mais c'est peut-être c'est subventionné par quelqu'un. Il y a la publicité, quelqu'un paye. Et puis, son image est là, il fait de la publicité, il fait sa propagande. Donc, la gratuité a toujours un coût. Ça a toujours quelque chose en arrière. C'est de la publicité, c'est de la propagande de quelqu'un. C'est pas gratuit. Il n'y a rien qui est absolument gratuit. Donc, moi, en tant que journaliste, je pense que les lecteurs, de la même manière, les livres existent, non? Oui. On peut penser que les livres participent à la culture, à l'éducation, à la formation. Ils devraient être gratuits. Mais quand un livre est bien, on l'achète pour le lire. Pourquoi on doit penser que le journaliste, son travail a moins de valeur que le travail d'un écrivain, que le travail de création d'un artiste? Et on prend la peine d'aller acheter de la musique pour écouter. On prend la peine pour acheter un livre pour le lire. On prend la peine pour aller au cinéma, regarder un film. On estime qu'il faut payer un médecin, on estime qu'il faut payer un avocat, on estime qu'il faut payer notre nourriture. Mais le journaliste, son travail, pourquoi vous voulez qu'il soit gratuit? Que tout le monde prenne en charge. Même les politiciens qui font la politique, ils ont des primes et des subventions. Pourquoi il y aurait de la gratuité dans le journalisme? Non. Il
faut pas encourager ça. D'accord. Mais vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus de médias web. Je ne sais pas, voilà, peut-être que vous avez aussi un média web où les gens passent aujourd'hui par Internet pour avoir de l'information. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, l'information papier, c'est-à-dire les journaux, peut-être que ce n'est plus, voilà, ça va au fur et à mesure, je pense que peut-être ça peut disparaître. Parce qu'on a plutôt, voilà, tendance à aller maintenant taper sur Internet pour regarder, comme les gens ont tendance à le dire, voilà, l'information rapide. Tu tapes, même mon nom, ou bien on tape Monsieur Alafé Ouakili, on voit en même temps. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que les journaux vont perdre de l'emploi? Ça va arriver un moment, est-ce qu'on aura vraiment le journal papier pour s'asseoir comme ça, lire? Bon, le risque est là, oui, mais vous savez, il y a longtemps que la mort de la presse écrite est annoncée. La mort de la presse écrite avait été annoncée à l'avènement de la télé. D'accord. La radio, la télé, mais la presse écrite est toujours là. On avait aussi pensé que le notebook, le livre électronique allait menacer le livre papier habituel. Ça n'a pas été le cas. Okay. On a vu aussi que malgré les cas de crédit, la monétique, la monnaie virtuelle, tout ce qui est les biais fiduciaires existent toujours, les biais sont là. Donc, tout ça montre que si la presse papier traditionnelle classique, la presse de l'origine, la presse de la naissance, la presse du début, tout part de l'écrit, même si au commencement fut la parole. C'est ça. Mais au commencement fut la parole a été transcrite, écrite, l'écriture a été découverte et connue. Aujourd'hui, on revient, oui, à la parole avec la télé, avec le spectacle, le direct, l'Internet qui permet de tout faire. En tout cas, l'écrit est toujours là. On en a besoin tant que on aura besoin des papiers consignes, tant qu'on aura besoin des documents, tant que les biais vont exister, je pense qu'il y aura toujours de la place. Tant que aussi les livres, les documents physiques, papier vont exister, je pense qu'il y aura toujours de la place pour la presse classique, la presse ancienne, la presse papier. Mais elle a le devoir de se réinventer, elle a le devoir de se remettre en cause pour améliorer son contenu et ne pas se contenter de ce qui est là. Voilà. Elle doit s'adapter, elle doit se réformer, elle doit se rénover. D'accord. Donc, Monsieur Alafé Ouakili, la place des médias en Afrique, que ce soit côté économique, que ce soit côté social, que ce soit côté politique, selon vous, quelle est la place des médias dans ces trois domaines-là? Est-ce que les médias sont une forme de développement économique, social, politique pour les pays africains? La place exacte, la place et le rôle, les deux à la fois. La place est une place qui doit être celle qu'elle mérite, elle doit être une place importante. Vous savez, on dit la presse est le quatrième pouvoir. Donc, ça doit être un pouvoir réel et effectif. La presse est le quatrième pouvoir. La presse doit pouvoir se déployer. Elle a une place primordiale. Elle doit être un vecteur de démocratie, de bonne gouvernance. Super bien. Et voilà, donc sa place et son rôle doivent paraître évidents et cela doit pouvoir s'exercer dans le sens de la responsabilité à côté de la liberté. Il n'y a pas de droit sans devoir et il faut équilibrer tous ces paramètres-là. D'accord, ok. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous suivent. Il y a Aïcha, il y a Tabari qui me dit bonne continuation, merci. Il y a Ousmane Touré aussi qui nous regarde. Merci grand frère Ousmane Touré, c'est le grand Alafé qui est là aujourd'hui. Donc je vois qu'il y a pas mal de gens qui regardent, c'est super. Je pense que vous avez aimé ce qu'il dit et voilà, c'est qu'il continue aussi de dire. Mais je vais conclure en disant, bon, je vais pas conclure, je vais poser une peut-être dernière question pour lui demander qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à cette jeune génération de journalistes qui viennent, voilà, qui vont venir après lui, son époque. Qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à ces jeunes-là qui veulent faire aujourd'hui de l'information, qui veulent faire de la communication? Qu'est-ce qu'il peut leur dire? Est-ce que, voilà, dire que, voilà, suivre une ligne éditoriale, ne pas donner son point de vue, voilà, suivre parce que c'est lui qui subventionne ce journal-là. Qu'est-ce qu'il peut dire
Qu'est-ce qu'il peut dire à cette génération qui vient? Bon, ce qu'on peut dire aux gens, c'est de travailler selon les règles de l'art. D'accord. Il y a un métier Je vois que qui vous avez bien dit ça, les règles de l'art. Voilà, on a une profession qui a ses règles. Okay. On a un code de déontologie, en tout cas pour ce que je sais en Côte d'Ivoire, mais dans tous les pays, il y a des droits et il y a des devoirs. Okay. Il y a des privilèges liés au métier, le droit d'investiguer, le droit à l'information, etc., etc. Okay. Il y a de nombreuses opportunités qui existent et qui sont offertes. Donc, il faut savoir en user sans en abuser. D'accord. Il faut savoir en user sans en abuser. Il faut savoir tirer le meilleur des profits. Effectivement. Et la liberté ne va pas sans responsabilité. C'est ce que je dis. Ils peuvent donner leurs opinions, mais dans le respect des règles. Il y a des règles à respecter. Je pense que dire ça, c'est pas trop demander aux uns et aux autres. Et s'en tenir aux faits. Essentiellement, savoir que lorsqu'il pleut, ça se voit qu'il pleut. Okay. Maintenant, les conséquences de la pluie, les causes de la pluie, ça peut varier dans l'explication. On peut trouver un expert, on peut trouver des témoignages, mais il pleut, il pleut. Qu'on soit un journal de l'opposition, un journal du pouvoir, la réalité, la vérité est qu'il est en train de pleuvoir. La réalité, la vérité est qu'il a plu. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire une pluie, c'est normal qu'il pleuve, ou bien il n'a pas plu depuis 10 mois. Les gens regardent ça. Et d'autres vont dire que depuis 10 mois, il fait chaud. Donc, les mots dépendent de chacun après. Mais il y a des faits qui sont réels. Ensuite, la pluie, il y en a qui diront il pleut parce que il a plu, il y a eu tel dégât, il y a eu un accident, il y a eu ceci. D'autres diront que la météo avait prévu la pluie. Et l'événement que vous avez maintenu là, vous aurez dû le reporter. Et là, les débats se font. Mais le fait de base est qu'il y a eu la pluie. Aucun journaliste ne doit venir dire non, il n'y a pas eu la pluie. Donc, il y a des éléments sur lesquels l'on doit être d'accord. L'on peut être d'accord. C'est ça qu'on appelle les faits. Le reste réside dans la relation. Le reste réside dans la ligne éditoriale de chacun. Le reste réside dans les explications, dans les commentaires, dans ce que chacun recherche par rapport à sa ligne éditoriale pour expliquer aux gens. Les autres vont dire oui, on savait qu'il allait pleuvoir, le gouvernement aurait pu informer mieux, on aurait pu prendre des dispositions. Vous regardez, quand on va chez nous, on dit bon, c'est la saison des pluies arrive, il y a eu 1 ou 2 morts. On aurait dû faire partie des gens déguerpis. Le gouvernement est responsable. Ou bien, il n'a pas fait les canalisations, tout. Bon, eux, ils donnent leur point de vue. Maintenant, le gouvernement s'explique. D'autres journaux peuvent dire, bon, ce que vous avez dit n'est pas exact. Ça fait partie du débat, des commentaires, des opinions et des analyses. D'accord. Mais en même temps, il faut le faire. Lorsque tu dis que le gouvernement a déconné, c'est ton opinion. Voilà. Mais le gouvernement que tu mets en cause là, faut l'interroger pour dire, moi j'estime que vous avez déconné. Comment vous expliquez, vous défendez? Vous dites, non, on n'a pas déconné, on a pris toutes les positions, tout. Tu lui donnes la parole, mais il ne faut pas dire que ils ont déconné, ils sont incompétents, et puis dire que c'est la vérité absolue. Ou bien dire que l'opposition est totalement nulle. Et pendant que tu dis que l'opposition est nulle, tu refuses de leur donner la parole. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Voilà. D'accord. Okay. Je pense que en ce qui concerne les médias, Monsieur Alafé, il a donné pas mal d'explications. Mais comme je le disais tout à l'heure, je le disais tantôt, avant en Afrique, c'était un véritable cauchemar parce que les gens n'avaient pas l'information en temps réel. Mais ça, depuis l'avènement depuis l'indépendance, voilà, tout était pris d'assaut par les gouvernements, par ceux qui étaient là. C'est eux qui maîtrisaient l'information. Mais depuis ces 15 dernières années, je dirais depuis 1990 à 2005, on a vu cette explosion de médiatique où il y a énormément de médias, des journaux, la radio, et voilà, il y a des trucs maintenant de proximité aussi qui donnent l'information. Donc le sujet sur les médias était intéressant dans la mesure où ça nous disait, est-ce que les médias africains, le mot que je vais faire sortir, c'est dire, est-ce que les médias africains sont vrais? C'est ça. Est-ce que ce qu'ils nous donnent comme information, ce sont des informations qui sont vraies?
C'est ce qu'on voulait savoir par le fait que j'ai invité M. Alafé. Mais je pense qu'il a donné beaucoup de bonnes explications. Il a dit que doivent faire les médias, même si vous donnez l'information, donnez la vraie information. Et il y a souvent aussi des points de vue qui peuvent être différents, mais l'information de manière générale, elle doit être la même chose. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Mais moi, en tant que chercheur, en tant qu'analyste politique de développement économique, M. Alafé, moi, je vais dire quelque chose. Je vais dire que personnellement, comme tout à l'heure vous avez dit, on peut donner son idée, son avis personnel. Et moi, je vais donner mon avis personnel. C'est que les médias aujourd'hui en Afrique, moi je suis en France, ça fait bientôt 13 ans que je suis là. Je vois comment l'information est véhiculée. Que ça soit d'une information à une autre, d'un journal à un autre ou bien d'une télévision à une autre. Quand je prends par exemple BFM, quand je prends CNews, quand je prends iTélé, quand je prends LCI, voilà, ITI qui est devenu CNews, les informations, certes c'est parole, mais c'est différent selon peut-être des experts, selon peut-être certaines personnes. Voilà, mais en Afrique, on n'a pas encore ça. Moi personnellement, on n'a pas encore ça. Tout à l'heure, j'ai parlé de la gratuité de l'information. Certes, ce que vous avez dit, c'est vrai. On peut pas donner tout gratuit, si. Mais ici, quand même, on a des petits journaux qu'on nous donne. Certes, comme vous avez dit, c'est que des dépêches, c'est que des petites informations. Mais ces petites informations-là, on les retrouve après dans les grandes informations. Quand tu regardes la télévision, cette petite dépêche que tu as lue, par exemple, dans 20 minutes ou bien dans CNews, tu la retrouves maintenant de manière plus travaillée, de manière plus, voilà, ressortie. Donc, du coup, je me dis que on peut le faire aussi en Afrique. Certes, voilà, pour ne pas que cette population-là reste une population vraiment qui ne comprend pas des choses, déjà la population africaine, elle est beaucoup analphabète, mais il faut faire de telle sorte que certaines choses ne restent pas cachées. Il faut faire comprendre à la population africaine que il y a certaines choses qui peuvent être dites, qui doivent pas être cachées. On ne doit pas tout cacher, même si on doit cacher, le minimum ne doit pas être, ou bien le maximum, disons, je le dis, ne doit pas être caché. Donc, moi, c'est mon point de vue qui est là. Il faut donner la vraie information. Que ça soit, tout à l'heure, vous avez parlé des gouvernements, par exemple, qui peuvent travailler, qui ne peuvent pas bien travailler, ou bien il faut donner la parole pour dire, mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement qui travaille mal, qui va dire qu'il travaille bien, hein, monsieur Alafé. Moi, je ne pense pas. Il va toujours dire, oui, mais selon on travaille vous, c'est bien. votre opinion. Voilà, moi, c'est mon opinion. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Oui, mais c'est votre opinion, mais ce n'est pas la vérité. Vous pensez qu'il travaille mal. Mais lui, il dit qu'il travaille bien. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est entre les deux. C'est pas une information, c'est une opinion, souvent. Si vous appelez l'information, c'est quoi l'information? C'est un fait qui peut être indiscutable ou qui est vérifiable. D'accord. Est-ce que le gouvernement travaille mal là? Est-ce que vous êtes sûr que c'est une information, c'est un fait qui est indiscutable? C'est votre opinion. C'est un journaliste qui peut le penser. Donc, il va chercher des éléments pour ça. Maintenant, quelqu'un qui va chercher des éléments pour montrer que le gouvernement travaille bien. Ouais. Maintenant, l'information là existe aujourd'hui, coronavirus là. On passe ça partout. Mais il y a des gens, vous savez aussi, ils ne lisent ni les journaux, ils ne regardent pas la télé, ils ne lisent pas Internet, ils peuvent ne rien savoir. Il y a des gens qui lisent rien ou bien ils ne suivent pas bien. Malgré tout ce que vous dites ici, il y a des Français ou des habitants de la France, malgré tout ce qu'il y a comme médias, comme Internet, qui peuvent ignorer beaucoup de choses. Effectivement. Alors, donc, que voulez-vous attendre de l'Afrique par rapport à l'analphabétisme, on veut que l'Afrique donne les vraies informations. Elle ne donne pas de fausses informations. On veut qu'elle donne les vraies informations pour ce qui se passe réellement dans le pays. Il n'y a pas de fausses informations. Parce qu'on nous dit, oui, tout va bien, parce qu'on construit des routes, parce qu'on fait des trucs. Alors qu'en réalité, il y a des gens qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Mais bien sûr. Même en France, il y en a qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Même aux États-Unis, il y en a qui souffrent, qui n'ont pas à manger. Est-ce que vous pouvez prendre leur cas? Il y a des gens qui dorment dans les rues. Est-ce que vous pouvez prendre leur cas pour dire que la France est un pays malheureux où rien ne va? Ici, il y a eu le 49.3 qui a été pris pour faire passer une loi. Mais c'est des dispositions qui existent chez nous. On appelle ça article 48 ou autre, ce qu'on appelle ça mesure exceptionnelle. Si c'est pris chez nous, les gens vont crier au scandale.
Mais ici, oui, il y en a aussi qui crient au scandale, oui, qui dit tout va mal en France, que c'est une dictature. Il y en a même qui ont appelé à faire déposer Macron, à lui faire une procédure de destitution. Mais ça fait partie du débat. C'est pas la raison pour laquelle il faut fuir la France, quitter la France. Effectivement. Mais écoutez, si on était en Afrique, voyez-vous, les gens allaient commencer, si on avait un truc comme Ebola ou coronavirus, mais les gens allaient commencer à faire des charters peut-être pour quitter, au motif que nos gouvernements mentent, que l'Afrique n'est pas tout. Mais ici, mais en même temps, il y a Marine Le Pen qui dit que le gouvernement gère mal la situation, et il y a des gens qui ont dit non, elle n'est pas médecin, il y a des experts, il faut qu'elle arrête de tout instrumentaliser et politiser. Mais c'est ce qui se passe en Afrique. Si quelque chose arrive, l'opposition va dire mais le gouvernement gère mal, il travaille mal. Est-ce qu'il a caché une information? Lorsque vous parlez de l'Afrique, les gens ont tendance, quand ils sont en Europe, à croire que tout est parfait aussi en Europe et que l'Afrique, c'est la calamité, l'Afrique, c'est la dictature, l'Afrique, c'est le mensonge. Non, la presse en Afrique n'est pas une presse de dissimulation. La presse en Afrique n'est pas une presse qui est à la solde des gens. La presse en Afrique, comme je l'ai dit pour la justice, la presse en Afrique, elle est comme plus ou moins la presse aux États-Unis, elle est comme plus ou moins la presse en France, elle est comme plus ou moins la presse partout dans le monde. La justice en Côte d'Ivoire, elle est aussi plus ou moins comme la justice en France, plus ou moins comme la justice aux États-Unis ou ailleurs. Et vous verrez que les gens, souvent en fonction de leurs intérêts, les démocrates estiment que Trump a commis des gaffes. Il a commis des attitudes qui ne sont pas acceptables pour la transparence, pour l'éthique. Et ils ont demandé une destitution. Mais les républicains l'ont soutenu contre vents et marées. Effectivement. Eux-mêmes, pourquoi quand des députés soutiennent un gouvernement en Afrique, on dit qu'ils sont à la solde du gouvernement? Il y a eu des motions de censure déposées contre le gouvernement d'Édouard Philippe. Ça a été rejeté par la République en marche. Et on dit c'est la démocratie, c'est normal. Mais quand c'est en Afrique, des députés soutiennent un gouvernement, on dit oh, c'est une chambre d'enregistrement. Il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens arrêtent. On dit non, en Afrique, c'est une démocratie bananière, c'est des députés qui sont à la solde. Mais ici, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait qu'en mars, là, aille voter une motion de censure déposée par Mélenchon et les opposants. C'est ça qui est la démocratie en Afrique. Mais en Europe, on refuse que ce soit la démocratie. On voulait qu'aux États-Unis, on dit c'est la démocratie, on accepte, alors que les républicains n'ont pas accepté la destitution et la déchéance de Donald Trump. Il faut qu'on arrête de vouloir faire du 2 poids 2 mesures lorsqu'il s'agit de l'Afrique, en pensant que ce qui se fait en Europe ne peut pas se faire en Afrique. Je ne sais pas pour quelle raison. Voilà les enjeux. Voilà les enjeux. La presse en Afrique n'a aucun complexe à avoir. Bien entendu, nous avons des difficultés. Bien entendu, nous souhaitons avoir plus de moyens. Bien entendu, il y a des dérapages, il y a des dérives. Mais nous n'avons rien à envier à la manière dont la presse se pratique ailleurs. Et bien entendu, on a des gouvernants, on a des politiques qui ont des mauvaises habitudes. Le gars qui est au gouvernement, il veut cacher les choses, ou bien il a des amis qu'il prend, à qui il donne l'information. Mais c'est la même chose, l'opposition aussi. Même des gens qui ont été au pouvoir, ils ont des médias à leur solde. Ils ont des journalistes qu'ils préfèrent à d'autres. Et quand ils ont une information à donner, ils cherchent à donner à leurs médias, au lieu de chercher à la donner à tout le monde. Mais ce sont aussi des réalités qu'il faut dénoncer. Mais il ne faut pas penser que le problème vient forcément du pouvoir. Le problème vient de tous les acteurs sociaux et politiques et publics. Et tous les acteurs économiques aussi, parce que lorsque des opérateurs économiques, des grandes institutions aussi, vous voyez, on a un autre problème en Afrique, lorsque des grandes entreprises qui font la publicité choisissent les journaux qui marchent le plus pour leur donner des publicités au détriment d'après des journaux qui n'ont pas une grande audience, mais ce sont des assassins de la liberté qui ne disent pas leur nom. Parce que même les petits journaux, il faut les aider à vivre. Même les petits journaux, ils ont des lecteurs. Ils ont des lecteurs qui apprécient ce qu'ils font. Mais il faut encourager cela. Mais quand une grande entreprise dit non, moi, je donne pas, même si un journal a un seul lecteur, ce lecteur-là, ce citoyen mérite un respect. Il mérite d'être pris en considération. Toi, entreprise, ou je ne sais pas, État ou annonceur, tu ne vas pas dire que tu ne lui donnes pas la publicité au motif qu'il n'a pas assez de lecteurs. Mais même si c'est un seul lecteur, une seule voix, c'est un citoyen qui mérite d'être pris en compte. Et que la capacité, l'audience de ce journal mérite d'être respectée. Et il a son prix.
et l'annonceur doit accepter de faire de la publicité là-dedans. On ne doit pas exclure des journaux. Aujourd'hui, on parle d'Internet libre, d'Internet équitable. Mais cette règle d'Internet libre et équitable, là, on devrait la mettre aussi en jeu concernant la presse et aussi les sites. Ce sont là les difficultés de la presse en Afrique, sur lesquelles on ne réagit pas assez et en vous pensant que les problèmes sont ailleurs. Et lorsque je vais terminer pour donner un exemple sur ce que je dis souvent dans des débats, vous voyez, on nous dit qu'on a souvent un problème de contenu, on ne produit pas bien, mais il y a des opérateurs qui arrivent chez nous en Côte d'Ivoire, en Afrique, avec de grands moyens. On a un projet aujourd'hui, une sorte de Facebook local avec Opera News. Là, vous avez dû entendre parler de ça. C'est une application qui a déjà 2 millions de visites par jour. Mais ce projet-là, nous les médias ivoiriens, si on avait eu l'investissement, si on avait eu l'opportunité, on aurait pu le créer. Effectivement, c'est vrai. Mais c'est des gens extérieurs qui sont venus le faire. Et ils le font sur quelle base? Sur la base de nos contenus. Nos contenus qui sont censés ne pas être bons. Nos contenus de nos journaux quotidiens qui ne marchent pas sont valorisés par cette structure qui a 2 millions de visiteurs et de lecteurs par jour sur la base de ce que les journaux ivoiriens produisent. Alors qu'eux-mêmes ont du mal à vendre peut-être même 10 000 ou 50 000 exemplaires l'ensemble des journaux par jour. Mais cette technologie nouvelle a offert des opportunités extraordinaires pour valoriser davantage les contenus des journaux ivoiriens. Mais est-ce que si nous on avait eu les moyens, si on avait eu la capacité de mieux négocier, de mieux discuter, on n'aurait pas pu tirer des ressources, des bénéfices qui nous auraient donné les moyens de faire des investigations, de faire plus de recherches et des investissements afin de produire des contenus plus nombreux et aussi attractif et plus attractif que cette opportunité, que ce que nous avons, qui nous permet d'avoir ce nombre de lecteurs. On aurait pu diffuser, multiplier les choses afin de préserver le produit des bases qui est le quotidien papier, qui sont nos rédactions régulières au quotidien dans lesquelles nous vivons et à partir desquelles nous faisons des investigations, nous envoyons des équipes pour travailler, etc., etc., avec des petits moyens. Donc voilà la réalité à laquelle il faut parler. Il ne faut pas chercher forcément à nous comparer avec la France, avec l'Europe, parce qu'eux aussi ils ont leurs difficultés. Ils ont leurs réalités. Ils ont leurs réalités et puis c'est pas forcément meilleur que chez nous. Voilà, il ne faut pas penser que voilà, la situation chez nous là est honteuse et qu'on doit toujours donner pour exemple ce qui se passe ici. Non. D'accord, waouh. Non, je pense que vous avez dit des choses qui sont très intéressantes. Et voilà, je pense qu'on on va conclure cette séance vidéo qui a eu pas mal de vues et c'est superbe. Et M. Alafé Ouakili a dit des choses, voilà, vous avez compris, je ne vais pas revenir dessus. Il y a certes des mauvaises choses, mais il y a aussi des bonnes choses. Donc, il a dit la presse africaine, la presse ivoirienne notamment n'est pas différente de la française, de la presse américaine n'est pas différente. Elles sont complémentaires, elles sont pas différentes, mais peut-être que il y a les moyens qui changent. Il y a peut-être plus de moyens ici, mais elles sont pas différentes. Donc, je trouve que ce qu'il a dit, il a ses raisons de le dire parce qu'il est dans le métier. C'est quelqu'un du métier qui le dit. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment l'inviter pour qu'il puisse parler de cette place des médias en Afrique. Il a dit, il a été précis, il a été concis, il a parlé comme un journaliste et c'est superbe. Donc, je vais lui dire, peut-être on va conclure pour dire le mot de la fin. Voilà, c'était les médias en Afrique. Voilà, merci. C'était un moment d'échange. Il n'y a pas eu beaucoup d'interaction, mais je pense qu'il y a déjà quand même un certain nombre de commentaires. Je reste disponible lors d'un prochain passage et séjour à Paris pour faire peut-être l'acte 2 de cet échange en fonction des réactions qui seront faites et des interpellations qui pourraient être faites. En tout cas, je vous encourage dans cette initiative-là et nous restons disponibles pour aider à la promotion de la liberté de la presse en Afrique et partout dans le monde. Merci et bonne journée. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Et voilà, ça a été, comme M. Alafé l'a dit, un grand moment d'échange. Voilà, on fera l'acte 2
peut-être, pourquoi pas, mais ça va dépendre de ce que vous allez donner comme réponse, peut-être comme avis. La prochaine fois, s'il est de passage, on pourra faire éventuellement là-dedans. Mais je pense qu'il a dit vraiment ce que nous devions savoir en ce qui concerne la presse africaine, les médias en Afrique. Donc, sur ce, je remercie notre invité, M. Alafi, d'être venu. Et je vous dis, passez une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt avec un autre sujet. Au revoir.